Bonjour Olivier, Salut Jean-François. merci d'être avec nous en prévision d'un beau matin express qui aura lieu dans quelques semaines avec Talsom justement sur l'intelligence artificielle générative, ChatGPT. Alors, peut-être d'abord commencer par nous présenter Talsom, qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel rôle tu joues chez Talsom? Nous on se connaît, mais pour le bénéfice des gens, qu'est-ce que vous faites et quel est ton rôle? Absolument. Talsom, on est une firme de conseil en management technologique. Donc, on aide les organisations à mieux utiliser la technologie à travers trois grands axes. Premièrement, évidemment, la stratégie technologique. Définir les feuilles de route, identifier les bonnes solutions et ensuite de ça, les mettre en place à travers une bonne gestion de projet. Un axe de transformation humaine, parce que la technologie, c'est une chose, mais il reste que ce sont les gens qui sont au cœur des entreprises. Donc, à travers une bonne gestion de changement, développement organisationnel et une gestion des compétences aussi, donc une équipe de formation. Et finalement, un volet de transformation d'affaires durables, orienté beaucoup vers l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et les transformations ESG aussi, qui sont maintenant partie intégrante autant de la technologie que, évidemment, des gens, puis en fait, intégrante de nos organisations maintenant. Moi, je suis bien humblement le fondateur, en fait, et le président. Souvent, je dis que c'est plutôt les toutes autres tâches connexes, là. C'est un gros titre, mais qui veut dire qu'on fait bien des trucs. Mais donc, c'est ça mon rôle. Je travaille beaucoup à définir quelles sont les grandes orientations qu'on devrait prendre, c'est quoi les nouveaux services qu'on devrait développer, c'est quoi les nouvelles tendances en technologie puis en transformation. Je travaille aussi beaucoup avec l'équipe de marketing au jour le jour. Donc, au jour le jour, c'est beaucoup ça qui m'occupe. Super. Puis évidemment, c'est une belle opportunité pour nous d'organiser une activité justement sur la transformation numérique, l'intelligence artificielle, dans le cadre des activités de la Chambre de commerce. Évidemment, la Chambre de commerce de la Rive-Sud, comme toutes les chambres de commerce, est un organisme qui a pour but de rassembler la communauté d'affaires, parler au nom de la communauté d'affaires aussi pour défendre certains intérêts économiques. Puis, évidemment, donner de la formation, donner des outils, offrir certaines relations, certains contenus qui vont faire en sorte que les entrepreneurs de la région vont peut-être apprendre à démystifier certaines réalités, puis justement voir un petit peu qu'est-ce qui peut être utile pour eux là-dedans. C'est ce qu'on s'est dit qu'on ferait avec l'intelligence artificielle. Évidemment, quand on parlait de transition, de transformation numérique, on aurait pu avoir un paquet de sujets. On s'est surtout intéressé à la question de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait pencher vers ce sujet-là plutôt que tout autre, là? En fait, l'intelligence artificielle, on le sait, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait des dizaines d'années, en fait. Mais l'arrivée de ChatGPT il y a un an, presque jour pour jour maintenant, c'est arrivé au mois de novembre, c'est sorti au mois de novembre, au mois de décembre, a réellement créé un onde de choc. Créé une onde de choc dans les organisations, à la fois de l'excitation et de la peur, je pense, en ne comprenant pas vraiment qu'est-ce que c'était, puis l'excitation par rapport à toutes les capacités que ça peut nous donner. Et donc, je pense que c'est un sujet qui est d'actualité, c'est un sujet dont les gens veulent entendre parler et doivent entendre parler pour être capable justement de le comprendre, puis ensuite de ça, d'être capable d'en tirer profit. Vient avec ça, tu parlais de transformation numérique, pour moi, un nécessaire passage ou une nécessaire discussion par rapport aussi à la transformation numérique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et il y a quand même certains fondamentaux, je pense, que les organisations, les dirigeants d'entreprise doivent avoir en tête et ne pas perdre de vue à travers justement tout ce feu d'artifice-là qui est l'intelligence artificielle générative. Parfait. Et est-ce que, par exemple, chez Talsom, vous l'utilisez? Est-ce que toi, personnellement, c'est une technologie que tu as commencé à utiliser de façon proactive, mais pour la business? Là, parce qu'évidemment, on peut être curieux, essayer des choses, mais de là à ce que ce soit efficace puis que ça aide nos processus d'affaires, où vous en êtes chez Talsom là-dessus? En fait, oui, définitivement. On a commencé à l'utiliser depuis un bon bout. On a implanté à l'interne maintenant notre propre ChatGPT parce que, évidemment, il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la sécurité, de la confidentialité des données. Donc, pour nous, c'était vraiment super important de commencer à le faire. Et on est en train de mettre des programmes de réflexion pour regarder l'ensemble de nos processus, autant des processus administratifs que des processus qui sont davantage reliés à la consultation. C'est pas tant au niveau des capacités de la plateforme elle-même que de là où les données sont hébergées, j'imagine. Parce que quand on utilise la plateforme en ligne, si on inclut des données sensibles ou confidentielles, c'est que là, on ne sait pas trop où ça va se ramasser. Là. Tout l'intérêt, j'imagine, d'avoir une solution maison. Absolument, absolument. Parce qu'en fait,
Ce qu'on sait, c'est qu'ils vont être sur les serveurs. Si on prend ChatGPT par exemple, ben, ils vont être sur les serveurs d'OpenAI. Et ils le disent, et en fait, on accepte ce fait-là. Donc, parce que c'est comme ça qu'ils entraînent leur intelligence, leur IA. Et donc, il faut effectivement faire très attention à ce qu'on met dans l'application. Donc, oui, ça, c'est un gros enjeu à l'heure actuelle auquel on doit faire attention. Parfait. Puis évidemment, avec l'actualité, certaines conversations qu'on a eues aussi avec des gens d'affaires qui sont curieux, qui sont intéressés, ils sont souvent étonnés que je leur dise que moi, je l'utilise presque sur une base quotidienne depuis que c'est sorti. D'ailleurs, j'étais très, très frustré au début parce qu'on ne pouvait pas tous avoir accès. Il y avait un nombre limité de personnes, puis chaque jour, j'allais m'inscrire en essayant de pouvoir passer dans le filtre et à un moment donné, Eureka, j'ai réussi à avoir mon nom d'utilisateur et de pouvoir l'utiliser. À ce stade-ci, moi, je l'utilise surtout comme, j'allais dire, un outil pour générer des idées. Par exemple, je vais pondre des premières ébauches de texte à partir de ça, ou si j'ai un début d'idée, je vais lui demander de me générer 5 autres idées ou 10 autres idées autour. Donc, vraiment comme un outil de brainstorm, comme un outil parfois aussi de rédaction pour avoir des versions alternatives. On peut même lui demander de changer le ton d'un texte dans le style de tel autre. Donc, j'allais dire qu'à ce stade-ci, c'est beaucoup un outil de préparation très ludique, mais ce qu'on voit dans les médias et ce qu'on voit dans l'actualité, c'est des gens à ce stade-ci qui sortent un produit fini à partir de ChatGPT ou de quelque autre solution. Est-ce que la technologie est assez mature en ce moment pour générer des contenus publiables? Je pense, ben, en fait, je pense qu'il y a deux aspects, il y a deux volets à cette question-là. Est-ce que la technologie est assez mature pour générer des contenus publiables? Je pense que oui. Par contre, il y a énormément d'enjeux par rapport aux droits d'auteur. Et évidemment aussi la véracité, si l'on veut, des propos. Parce qu'en fait, on dit intelligence artificielle, mais la manière dont elle fonctionne, c'est qu'elle définit à travers le mot qui devrait venir après le mot qu'elle est en train d'écrire. Donc, l'intelligence, il n'y a pas tant d'intelligence, il y a de l'intelligence, mais je veux dire, il n'y a pas de validation, finalement, de l'information qui va ressortir. Donc, dans ce stade-là, à cet effet-là, on ne peut pas juste prendre ce qui ressort des IA génératives et dire, OK, voici un contenu fini. Je pense que c'est un gros piège, en fait, à éviter, justement. L'utiliser comme validation, l'utiliser comme élément déclencheur. Puis, oui, pour faire des textes, mais aussi pour des stratégies, pour se donner des idées, des approches. Ça devient, ça évite d'avoir le syndrome de la page blanche. C'est aussi beaucoup utilisé aujourd'hui, à l'heure actuelle, par des programmeurs, des développeurs qui s'en servent pour générer du code. Ça, c'est une force qui va être incroyable aussi, d'être capable de générer du code informatique à travers ces outils-là, d'aller faire des validations. Ça, c'est un outil qui est hyper puissant pour ça, là. Et qui va aussi nous permettre qui va permettre aux organisations de faire beaucoup d'automatisation de leur processus en générant soit du code ou en venant développer des applications. Parfait. Puis c'est sûr que l'impression qu'on a, c'est que les histoires dont on entend parler, pas plus tard que hier ou avant-hier, bon, il était question dans Sports Illustrated d'articles qui avaient été rédigés par des espèces d'auteurs lambda, inexistants, avec des textes générés par l'intelligence artificielle. Même chose, bon, j'ai passé une quinzaine d'années dans le milieu juridique, puis une des histoires récentes qui a bien fait sourire dans le milieu, c'est un avocat aux États-Unis qui est allé plaider sa cause à partir de documents qui avaient été générés par l'IA. Puis évidemment, la jurisprudence qui se retrouvait dans ce qu'il plaidait n'existait pas. Donc, c'est un truc qui avait été littéralement inventé, puis le type en question n'avait pas eu le réflexe de valider l'information. Donc, ce que je comprends, en fait, sans faire peur au monde, parce qu'encore une fois, ce qu'on entend dans l'actualité, c'est beaucoup les histoires d'horreur, mais cet outil-là, il est pertinent pour les gens d'affaires, mais il faut l'utiliser à bon escient, en gardant à l'esprit que c'est un outil pour l'humain qui doit passer par une validation de l'humain avant de sortir. Absolument. Puis je pense que on va être dans cet état-là pendant un bon bout de temps. Et je pense l'intérêt de commencer à l'utiliser dès maintenant, utiliser soit les versions publiques ou si on est capable de les faire installer justement dans nos infrastructures technologiques, c'est
d'opérer un changement de culture, en fait, d'abord et avant tout, qui va nous permettre, à mesure que la technologie va prendre en maturité, de venir améliorer encore davantage la manière dont on fait les choses. Et ce volet-là de changement de culture, il est hyper important parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de craintes que les gens ont. Je ne me souviens pas du chiffre exact, mais les gens ont quand même peur de perdre leur emploi. Mais oui, alors que, est-ce que ça va transformer la manière dont on fait les choses? Oui. Est-ce que ça va mener à des pertes d'emploi? Fort probablement quelques-unes, mais on va parler davantage d'optimisation, de modification des tâches, plus que de pertes comme telles. Et plus on commence justement à travailler sur ce changement de culture-là, plus les organisations vont être capables d'avoir un avantage concurrentiel. Donc, on va aborder la question de l'utilisation de la technologie par les entreprises. On s'est dit que directement dans le Matin Express, ce serait pertinent d'avoir le témoignage de quelqu'un qui a commencé à intégrer ça. Et tu as invité un de tes clients là, qui est chez Can-Am. Ouais. Peut-être juste nous parler un petit peu de ce à quoi les gens peuvent s'attendre à l'occasion du Matin Express. Ben, avec Mathieu, une expérience incroyablement riche. Et je parlais tantôt de transformation numérique qu'il ne faut pas oublier. J'ai d'abord et avant tout invité Mathieu pour ce volet-là, pour en plus de ça nous emmener à parler de l'IA générative. Mathieu a une expérience incroyable et c'est rare en fait, si les gens regardent son parcours sur LinkedIn, il a été à la presse pendant la transformation de la presse à la presse plus et ensuite de ça est allé chez Can-Am. Et donc, il a touché à 2 domaines. C'est très rare, ça. Habituellement, les gens ils touchent sur un domaine, une industrie. Lui a touché, bien évidemment, aux médias et ensuite de ça, à travailler dans un secteur manufacturier. Et donc, il a vécu des transformations numériques et dirigé des transformations numériques dans ces deux secteurs-là, dans ces 2 industries-là. Donc, je pense qu'il va pouvoir nous emmener énormément par rapport à qu'est-ce que ça veut dire faire une transformation, qu'est-ce que ça veut dire faire une transformation numérique et comment, justement, on peut se préparer à l'intégration de l'IA dans nos organisations. Parce qu'il y a des fondamentaux qui sont, en quelque part, les mêmes, quel que soit le type de transformation qu'on fait. C'est un très, très bon point parce qu'en fait, c'est pas... Oui, c'est un aspect technologique, c'est une gestion technologique, mais comme tu le dis, à la base, c'est beaucoup une gestion du changement, comme le sont toutes les gestions de changement d'entreprise, donc avec les ajustements de culture qui viennent avec. Ouais. Parfait. L'avenir de l'IA, encore une fois, si on fait un petit peu de prospective, qu'on regarde un petit peu en avant, où est-ce que tu vois ça à partir, encore une fois, de votre propre perspective à vous d'être des experts qui conseillent les entreprises en la matière? À quoi est-ce que les entrepreneurs peuvent s'attendre d'ici aux 2-3 prochaines années en matière d'IA générative? Ben, je pense qu'on peut s'attendre à peut-être une certaine désillusion dans les prochains mois. Je prends souvent comme référence, il y a une organisation qui s'appelle Gartner qui a défini une courbe d'apprentissage, une courbe d'introduction des technologies. Et essentiellement, les technologies, quand elles arrivent, elles suivent 4 grandes phases. Donc, premièrement, on va parler de la phase de l'expectative, de l'excitation. Ensuite, ça, on va tomber dans le pic, dans la vallée de la désillusion pour avoir commencé à arriver à un apprentissage des cas d'affaires pour finalement arriver au plateau de la productivité. Aujourd'hui, je pense que par rapport à l'IA générative, on est dans le gros de l'excitation. Dans les prochaines semaines, prochains mois, il va peut-être y avoir un petit retour à la réalité par rapport à l'impact concret que ça va avoir sur la plupart de nos organisations. Par contre, cette phase-là, je pense qu'elle va être assez courte. Elle va être assez courte parce que l'IA générative entraîne la démocratisation de la technologie. Non seulement de l'IA, mais de la technologie en général, parce que c'est la première fois qu'on est capable qu'on est tous capables de dialoguer avec et d'échanger avec un robot, avec un ordinateur. On voit même des intégrations dans des outils qu'on utilise chaque jour, comme Windows. Microsoft est arrivé avec sa solution pour Office. Ouais. Là, il y a quelques jours, quelques semaines à peine, dans LinkedIn, ceux qui utilisent LinkedIn, on commence à avoir une optimisation pour les utilisateurs dans leur usage quotidien de la plateforme. Donc, c'est en train de s'encastrer, j'allais dire, dans nos habitudes de travail. Exactement. Et donc, cette phase-là, qui des fois peut être un peu longue avant qu'on trouve des cas d'affaires, va être quand même assez courte.
Donc, on va avoir un impact qui va être rapide, puis ensuite de ça, on va avoir une accélération de l'innovation. Parce que pour moi, l'innovation, au niveau des procédés d'affaires, de nouveaux modèles d'affaires, de transformation des métiers qui va arriver aussi. Parce que l'innovation arrive quand on est capable d'entraîner une collision entre les différentes idées, entre les gens, à travers différentes fonctions. Et là, on vient d'en rajouter, de rajouter une dimension, c'est-à-dire d'être capable d'innover et de dialoguer avec une machine, ce qui va donc entraîner une accélération. Donc, je pense qu'on rentre dans une période qui va être assez turbulente en termes de technologie, en termes de modèle d'affaires aussi, et qui va demander donc une adaptation assez rapide et qui va demander aussi aux entrepreneurs de ne pas regarder seulement à l'intérieur de leur industrie, mais de vraiment avoir une vue quand même assez holistique pour voir c'est quoi les différents changements qui se passent dans d'autres industries, dans d'autres secteurs, qui peuvent soit être répliqués dans notre propre entreprise ou qui peuvent au final venir nous impacter. Super. En tout cas, on a un beau programme, un beau sujet. Avec tout ça, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura beaucoup d'intérêt pour notre Matin Express qui aura lieu le 13 décembre. On se retrouve, ça va être chez Head Office, donc les nouvelles installations de la Chambre de commerce de la Rive-Sud, au bureau de Head Office au 1030. Donc, on se retrouve là le 13 décembre de 7h30 à 9h. Alors, au plaisir de s'y retrouver, puis de voir les membres de la Chambre. Il y a un grand nombre également. Merci beaucoup de l'invitation, j'ai bien hâte, on va être prêts. Merci, à bientôt. Salut.